Les Bongo. C'est l'histoire d'une dynastie. 56 ans de pouvoir et de richesse. Une famille au pouvoir depuis plus d'un demi-siècle. Omar Bongo, Ali son fils. Une dynastie construite sur la corruption, blanchiment de capitaux, détournement de fonds publics. Le doyen des chefs d'État était l'un des piliers de la France-Afrique. la violence. Mourir parce qu'on réclame juste un droit, c'est traumatisant. Ces gens-là tuent la peuple. Une dynastie qui s'est bâtie sur le dos de tout un peuple. Nous n'en voulons plus d'Ali Bongo. Ali Bongo, ça suffit. Ils ont des problèmes existentiels, les problèmes de base, au sens de la pyramide des besoins de Maslow. Mais comme dans toutes les dynasties, arrive le moment de la chute. Coup d'État au Gabon. Un pays d'Afrique centrale. Ali Bongo is reported to be under house arrest. Il dit amusez-vous, mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Voici la leur. Le 8 juin 2009, Albert Bernard Bongo, aujourd'hui connu comme Omar Bongo, décède à l'âge de 73 ans, après avoir dirigé le Gabon pendant près de 42 ans. Omar, président pendant 41 ans, a pris le pouvoir en 1967. Sous sa présidence, le taux de scolarisation atteint les 90%, mais le pays reste très pauvre, malgré ses ressources en pétrole. À sa mort, beaucoup de grandes personnalités de la politique et des affaires françaises font le déplacement. Omar Bongo, grand ami de la France, était en son temps une éminente figure de ce qu'on appelait autrefois la France-Afrique. Entrer dans le bureau d'Omar Bongo, c'était ouvrir un livre d'histoire. Sur les murs, toute la Ve République et un air de France-Afrique. Chez les chefs d'État français, avec qui avez-vous été vraiment très proche? Tout le monde. Omar Bongo Ondimba, déclarait dans le quotidien Libération en 96, l'Afrique sans la France, c'est une voiture sans chauffeur, et la France sans l'Afrique, c'est une voiture sans carburant. Omar Bongo avait une passion immodérée pour la politique française, au point, disent certains, de la financer. En 1968, il fonde le Parti démocratique gabonais, ou comme on dit, le PDG. Le nom Parti démocratique gabonais sonne un peu ironique, parce qu'à ce moment-là, c'était le seul et unique parti qui existait au Gabon. Omar Bongo n'était pas très fan du multipartisme. C'est notamment l'une des raisons qui lui ont permis d'avoir une telle longévité au pouvoir. Moi, je vous dis et je vous le confirme, le multipartisme au Gabon, zéro. Tant que je serai là, il n'y en aura pas. Tout au long de sa vie, Omar Bongo va multiplier les conquêtes. Et aujourd'hui, on le reconnaît près de 54 enfants, dont les plus cités dans les médias sont Pascaline Bongo, qui a été ministre déléguée aux Affaires étrangères et de la coopération internationale, mais aussi directrice du cabinet de son père pendant plus de 20 ans. Omar Denis Junior Bongo, diplômé de prestigieuses universités comme Harvard ou Oxford, il n'est pas directement impliqué dans la vie politique, mais dû à son nom, il est très souvent cité dans les médias. Et enfin, Alain Bernard Bongo, plus connu sous le nom d'Ali Bongo. Il est à la tête d'un des principaux pays pétroliers d'Afrique. Né en 1959 à Brazzaville, il est le fils d'Albert Bernard Bongo, devenu Omar Bongo, et de la chanteuse Joséphine Kama, devenue Patience Davani. Cet homme, c'est Ali Bongo Ondimba. Il s'était déjà bien ancré dans le paysage politique, en occupant notamment des fonctions de ministre des Affaires étrangères, puis ministre de la Défense. Après la mort de son père, c'est lui qui allait récupérer le trône. Enfin, je veux dire la présidence du pays. Et c'est avec lui que commence notre compte à rebours. Leurs Excellences, Messieurs les chefs d'État. Au début, accéder à la magistrature suprême n'était pas si évident pour lui. Enfin, je veux dire, son père a régné sur le pays pendant plus de 40 ans. Pour beaucoup, c'était juste comme une sorte de passation de pouvoir du père au fils. Les Gabonaises et les Gabonaises
ont l'impression de vivre une monarchie avec l'élection d'Ali Bongo Ondimba. Et surtout que nous savons que le système politique gabonais est un système très familial. Le Gabon, c'est une république, ce n'est pas un royaume. Nous avons décidé que le pouvoir ne peut pas aller du père au fils. C'est faux. Ajouté au fait qu'il ne connaissait ni ne parlait aucune des langues locales, dû au fait qu'il a passé une bonne partie de son enfance en France. C'est pourquoi on l'appelait même l'étranger, sans parler de ses antécédents dans la musique punk. Mais je ne vous apprends rien, en 2009, il va remporter les élections qui avaient déjà été très contestées à l'époque, face à l'opposant André Baobam, qui décédera 3 ans plus tard. Mais certains se disent, mais pourquoi il est l'enfant du président? Il a l'argent, il a tout ce qu'il veut, pourquoi vouloir être président? Vous êtes à l'abri du besoin. Je souhaite que mon pays puisse connaître aussi un développement comme d'autres pays et je souhaite voir mon pays au sein donc, des pays émergents et qui puisse réellement apporter tout le développement économique et social à son peuple. Donc moi je m'inscris dans ce registre-là. J'ai eu la chance de bénéficier de beaucoup de choses. Je pense qu'en retour, il est bon que je me dévoue et que je rende vis-à-vis du peuple gabonais ce qu'il m'a permis d'avoir. Down 1.7% here, a loss of 37 points or so. Apple shares are just getting hammered this morning. We're down by between 3 and 4.5% generally across these markets. We're red everywhere, essentially, down by 4-5%. The stock market is now down 21%. Lorsqu'il prend le pouvoir, le pays est en pleine récession suite à la crise financière mondiale de 2008, qui a drastiquement fait chuter le prix des matières premières. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. Because we're now down 43%. Le Gabon, comme beaucoup d'autres pays africains, avait le même problème. La grosse partie de son économie était basée sur l'exportation de ces matières premières. Alors la crise financière de 2008 avait porté un sérieux coup sur l'économie du pays. Ajoutez à cela le gros manque d'infrastructures et les profondes inégalités qui règnent dans le pays, où près de 20% de la population, d'une population de 1 million d'habitants, vivent dans la pauvreté extrême, malgré la grande richesse du pays. Alors, pour résoudre tous ces problèmes, Ali Bongo présentera son programme présidentiel, Gabon émergent. Un programme qui visait à moderniser et diversifier l'économie gabonaise, tout en améliorant les conditions de vie des populations à l'horizon 2025. Dans le but de convaincre toutes les personnes qui restaient sceptiques jusque-là à son égard, Ali Bongo se veut être différent de son prédécesseur. Ce président, vous et moi, ignorons le contenu réel de ce qui est communément et confusément appelé France-Afrique. C'est dire que l'heure est venue de faire émerger un réel partenariat gagnant-gagnant. Il est vrai que j'ai grandi dans le système, ce qui veut dire que je le connais bien. Et donc, par conséquent, je suis le mieux placé pour le changer. Toujours dans cette idée de diversification, il va multiplier les partenariats avec de nombreux pays. Angleterre, Arabie Saoudite, l'Inde ou encore la Chine, qui un peu plus tard deviendra le premier partenaire du pays. C'est ça le fameux remplaçant du pétrole? Eh oui, regardez bien. À peu près dans 10-12 ans, l'huile de palme nous rapportera autant que le pétrole aujourd'hui. Est-ce que le fait que ce ne soit pas une entreprise française, par exemple, qui soit venue, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui a changé dans la relation avec la France? Non, rien n'a changé, tout simplement c'est du business. C'est tout simplement du business. Nous avons dit, nous voulons développer le Gabon. Et nous sommes ouverts au partenariat. Il y en a qui viennent, il y en a qui ne viennent pas. Il va également lancer plusieurs projets d'infrastructure. Entre 1960 et 2009, le Gabon ne possédait que 900 km de routes bitumées. Vous voulez donner l'image d'un président bâtisseur et populaire? Ce n'est pas l'image, c'est ce que je suis. Je suis un bâtisseur. Au bout de seulement 1 an après la crise, l'économie du pays va faire un bond exceptionnel, faisant passer le taux de croissance de moins de 1,2% en 2009 à plus de 6% en 2010. En 2012, il offrira même aux Gabonais leur toute première Coupe d'Afrique des Nations pour laquelle il dépensera près de 700 millions d'euros. Avec sa femme, Sylvia, il crée en 2011 la fondation Sylvia Bongo pour venir en aide aux personnes les plus défavorisées dans le pays. En 2019, elle sera même nominée lauréate au Prix national des droits de l'homme. Pour moi, c'est avec honneur et déférence
que je reçois ce prix national des droits de l'homme. En 2015, il fera une étonnante annonce, disant vouloir partager sa part d'héritage que lui avait laissé son père avec toute la jeunesse gabonaise. Chers compatriotes, j'ai décidé que ma part d'héritage sera partagée avec toute la jeunesse gabonaise. Cela veut concrètement dire que tous les revenus tirés de ma part d'héritage, qui me revient, seront versés à une fondation pour la jeunesse et l'éducation. Entre 2010 et 2015, le pays a connu une croissance relativement soutenue et a grandement diversifié ses échanges avec l'international. Our aim is very simple. We have wanted to put Africans in touch, in connection with world business leaders. En apparence, tout semblait aller pour le mieux. Mais il restait juste un problème majeur. En 2016, Ali Bongo est invité par la chaîne d'information Africa 24 pour dresser un bilan de son premier septennat à la tête du pays. Malgré le rebond économique suite à la crise de 2008 et la relative croissance qu'a connue le pays, il restait un problème à régler, et pas des moindres: la redistribution de la richesse. Sur le papier, même si tout n'est pas parfait, tout semble aller pour le mieux. Le pays présente un des plus hauts PIB par habitant du continent, ce qui présume un niveau de vie assez élevé de la population. Mais dans les faits, la réalité est tout autre. La richesse créée durant 7 ans aurait dû être investie dans les secteurs tels que la santé, l'emploi ou encore l'éducation. Monsieur le Président, j'ai jeté un regard sur le dernier rapport de la Banque mondiale par rapport à l'éducation, qui classe le Gabon comme le pays qui a le taux de redoublement le plus élevé au monde. Est-ce que cela ne consacre pas l'échec de toute votre politique sur le plan de l'éducation? Il restait toujours un manque criant d'infrastructures. Bien sûr, on n'oublie pas toutes les réalisations faites, parmi lesquelles la construction de 700 km de route. Mais lorsqu'on se rend compte que ce n'est pas 700 km, mais plutôt 3000 km qui avaient été promis, ça change complètement notre perspective. Un secteur qui intéresse particulièrement les Gabonais, c'est le secteur des logements sociaux. Et je poursuis en disant, vous avez promis qu'on construit 5 000 par an. Au bout de 7 ans, ça devait faire 35 000 logements au total. Sur les 35 000 logements sociaux promis en 2009 dans le plan stratégique Gabon émergent, moins de 5 000 avaient été livrés. Et même sur celles qui avaient été livrées, une partie restait inachevée à cause d'un défaut de paiement. Un reportage avait été réalisé montrant comment ces logements inachevés avaient été occupés illégalement par les populations locales. Une place qu'ils nommaient sarcastiquement la cité de l'égalité des chances. Nous, on a vu des maisons à l'état d'abandon. On est venu, on est rentré, on avait besoin de logement. Alors, voir des projets inachevés dus à un manque de financement était quelque chose de récurrent dans le plan stratégique Gabon émergent. Un autre exemple serait celui de l'agriculture. Quelle est la part de l'agriculture dans le budget de l'État, Monsieur le Président? Selon les informations qu'on a, cette part s'élèverait à moins de 1%. C'est loin des objectifs, par exemple, fixés du millénaire pour le développement. Malgré sa faible population, le Gabon est un pays qui importe plus de denrées alimentaires qu'il n'en produit sur son sol. Alors il n'est pas concevable d'avoir si peu d'investissements dans un secteur aussi important. C'est le même constat qu'on fait dans d'autres secteurs comme les services sociaux de base tels que l'eau ou l'électricité, l'emploi, l'éducation, la santé et la liste continue. Alors bien sûr, tout n'est pas jeté, mais on est très loin des promesses faites en 2009. Malgré la stratégie de diversification, l'économie est tout de même restée très dépendante de l'exploitation des matières premières, faute d'investissement dans les autres secteurs. Le pire, c'est que le manque d'investissement n'est même pas dû à un manque de fonds, parce que durant ces 7 ans, le pays a produit de la richesse. C'est tout simplement un problème de corruption. La mauvaise gouvernance politique, la mauvaise gouvernance économique, elle est là. La pauvreté s'accentue, les entreprises sont arnaquées. Il y a de l'argent qui disparaît, il y a de la corruption, et je crois que le fait que les codes des marchés publics ne soient pas respectés est une indication regrettable de cette situation. L'argent n'était juste pas utilisé comme il le fallait. Et la première personne à être pointée du doigt pour ça n'était personne d'autre que le président lui-même. Entre 2009 et 2016, la dette publique est passée de 1300 milliards, soit 20% du PIB, à plus de 3334 milliards de francs CFA, soit plus de 40% du PIB. Alors, que l'on soit clair, la dette en elle-même n'est pas une mauvaise chose en soi. Lorsqu'elle est maîtrisée et bien utilisée, la dette peut constituer un moteur pour la croissance et le développement d'un pays, si et seulement si elle est bien utilisée. Dans le cas du Gabon, ce n'était clairement pas le cas. Beaucoup de dignitaires anciennement alliés au parti tels que Alexandre Barraud-Chambrier
l'ancien Premier ministre Raymond Dansima ou encore Jean Ping qui deviendra par la suite son futur adversaire à la présidence de 2016, beaucoup critiquent la mauvaise gouvernance du pays et la façon dont l'argent de cette dette avait été utilisé pour financer le train de vie démentiel du président et du parti au pouvoir. Pour créer les emplois, pour réduire la pauvreté, il faut se situer à 7%. Tout cela traduit un mauvais choix des priorités. Tout cela traduit un gaspillage des ressources dans les dépenses de fonctionnement, dans le train de vie de l'État. Parmi les dépenses les plus folles, on pourrait par exemple mentionner cet achat de nombreuses voitures de luxe, 4 mois seulement après l'élection de 2009. En à peine une seule journée, la présidence aurait dépensé la coquette somme de 7,84 millions d'euros, soit environ 3 milliards de francs CFA. Mais ça c'est sans compter les frais d'entretien qui gonflent la facture à 14,88 millions d'euros. 9 milliards 760 millions de francs CFA. Près de 10 milliards de francs CFA. Sur ce contrat d'achat de véhicules, on pouvait voir qu'il y avait des véhicules tous de grand luxe, de marques différentes, des Maybach, des BMW, des Rolls-Royce. Au total, on arrive à presque 15 millions d'euros. On pourrait aussi mentionner ces nombreux voyages à Londres, où le président allait pour y composer de la musique. Musicien, président de la République, c'est compatible? Oui. Vous avez le temps de tout faire? Quand j'ai un petit peu quand même de temps libre, donc à ce moment-là, effectivement, je me consacre à la composition. D'autres écrivent, d'autres peignent, moi je compose. N'oublions pas sa femme, Sylvia Bongo, première dame du pays, qui d'un côté gère une fondation humanitaire pour venir en aide aux personnes les plus démunies, et de l'autre côté prend des jets privés pour aller faire du shopping à Paris à coût de millions d'euros. Des dépenses surréalistes qui rouvraient les débats sur la célébrissime affaire des biens mal acquis, sur lesquels Omar Bongo aurait construit son héritage. Un héritage, souvenez-vous, qu'Ali Bongo lui-même avait promis de partager avec toute la jeunesse du pays. La supposée fondation pour la jeunesse et l'éducation vers laquelle les revenus tirés de sa part d'héritage devaient être versés n'existait tout simplement pas. Si déjà, au plus haut sommet de l'État, il règne une telle gabegie financière, je vous laisse imaginer ce qu'il en était pour le reste du gouvernement. À côté de ça, il commençait à y avoir de sérieuses spéculations sur le fait que le Gabon n'était pas dirigé par Ali Bongo, mais plutôt parce que l'on appelait la Légion étrangère, un groupe d'individus de nationalité étrangère choisis par le président lui-même pour occuper les plus hautes fonctions dans le gouvernement, dont la plus célèbre figure était Meksa Krambessi, ex-directeur du cabinet d'Ali Bongo. Alors sans paraître xénophobe, le fait d'avoir autant d'étrangers a autant de place stratégique dans ton gouvernement. Forcément, ça amène les populations à se poser des questions. J'ai dit simplement que nous sommes gouvernés par un autocrate entouré de ce que nous appelons une légion étrangère dirigée par Akombessi, qui est le véritable président du Gabon, qui s'en vante et qui n'a de lien avec le Gabon qu'une récente naturalisation. D'ailleurs, à l'approche des élections, beaucoup de l'opposition ont commencé à parler du fait qu'Ali Bongo lui-même ne serait pas gabonais d'origine. Et selon l'article 10 de la Constitution gabonaise, sa candidature à la prochaine élection pourrait être invalidée. Mais alors pourquoi vous en êtes aperçu aujourd'hui, en 2016, et pas en 2009 quand tous vous l'avez soutenu? Beaucoup étaient convaincus qu'il était véritablement son fils. Mais à partir d'éléments de preuve qui ont été fournis par les uns et les autres, cela a créé le doute dans l'esprit de bon nombre de Gabonais. Qui est le président de la République gabonaise? C'est moi, Jean Ping. Après les élections de 2016, grâce à un grossier stratagème, Ali Bongo est réélu président de la République. Est élu Bongo Ondimba Ali avec 177 722 voix, soit 49,80%. À la suite de ça, les gens sont sortis massivement pour protester. Jamais un scrutin n'avait été aussi serré dans l'histoire du Gabon. Quelques milliers de voix d'écart à peine. Le Gabon est-il en train de s'enfoncer dans une crise politique majeure? Le résultat de cette élection est proprement scandaleuse. C'est-à-dire lorsque quelqu'un est démocratiquement élu, il n'y a pas de telle réaction de révolte. Les partisans de Jean Ping qui ont le sentiment qu'on leur a volé cette élection avec ses résultats contestés, notamment ceux de la province du Haut-Ogooué, une province où il a obtenu un score de plus de 95%, mais surtout avec un taux de participation
participation de 99,93%, soit 40 points au-dessus du taux de participation moyen de cette élection. Nous voyons là une répétition de ce que nous avons connu en 2009. La ville de Port-Gentil et celle de Libreville représentent 37% du corps électoral. On ne va pas venir nous dire Olo Togoué à lui seul peut représenter 40% du corps électoral. Il a fallu tricher massivement au point de faire voter 99,99% des électeurs dans la province natale. Pas un seul malade ce jour-là. Tous étaient là, comme par hasard. Le Gabon est un pays relativement calme. Alors, voir une telle répression de la part de la population montre à quel point ils en avaient déjà plus que marre. Non pas seulement à cause des nombreuses promesses non tenues, mais principalement et surtout, ils en avaient marre des Bongo, de ce nom, de cette famille, ou devrais-je plutôt dire de ce système qui les dirige depuis près de 50 ans. Nous n'avons rien contre la police, mais nous avons tout contre Ali. Il n'y a qu'à regarder vous-même ce qui se passe. Le peuple veut juste sa victoire des urnes. Nous n'en voulons plus d'Ali Bongo. Ali Bongo, ça suffit. Face à une telle répression, Ali Bongo va dépasser une ligne qui ne devrait jamais être franchie par aucun président de la République. Pour freiner la répression, il ordonnera de tirer à balles réelles sur les civils. Pleine nuit, il lance l'assaut contre le QG de Jamping, où s'abritent des centaines de Gabonais. Il donne l'ordre de tirer à balles réelles. Ces images ont été tournées le soir même. Officiellement, près de 30 personnes sont mortes ce jour-là. Et officieusement... Par exemple ici Elvis, qui est décédé. Vous avez ici Simon Condé, décédé par balle. Vous avez ici Mvono Idjo, décédé aussi par balle. Nous sommes sûrs de 29 décès. Toutes ces personnes n'ont fait que revendiquer leur vote. Donc mourir parce qu'on réclame juste un droit, c'est ahurissant, c'est aberrant, c'est traumatisant. Plusieurs personnes furent dévastées le jour d'après, en apprenant la mort de leurs proches. Aux environs d'1h du matin, le QG a été bombardé par hélicoptère et cerné au sol par des troupes de la garde présidentielle, de la police et de mercenaires. Ce scénario se répète depuis 50 ans. La même chose. L'opposition gagne toujours les élections, mais n'accède jamais au pouvoir par les mêmes procédés. Les mêmes procédés qui sont utilisés par un clan depuis 50 ans et qui confisquent le pouvoir. Vous savez que le pouvoir au Gabon, depuis 50 ans, est entre les mains d'une famille et d'un clan. Vous voyez ici, il y a des balles là. Tous ces impacts-là. Et ce jour-là, il y avait plein de monde ici autour du QG. Alors ils ont tiraillé et puis tout le monde, tous ceux qui étaient là, sont tombés, ils sont morts. Alors le bilan officiel du ministère de l'Intérieur, hier il parlait de 3 morts, d'autres Gabonais parlent de beaucoup plus de victimes. Quelles sont vos informations sur Moi, ces les chiffres? informations pour l'instant que j'ai officielles, c'est que nous avons 3 décès, malheureusement que nous déplorons. Et donc il y a une centaine de blessés. 3 morts, 3 décès et une centaine de blessés, voilà ce que nous avons. Ce qui se passe ensuite, est-ce le karma ou une sorte de punition par rapport à cette triste date du 31 août 2016? C'est une situation inédite au Gabon. Le chef de l'État est absent depuis bientôt un mois car hospitalisé. La présidence gabonaise ne donne toujours pas de détails sur le mal dont il souffre. Seules des sources non officielles évoquent un accident vasculaire cérébral. Lors d'un séjour en Arabie Saoudite, Ali Bongo sera victime d'un accident vasculaire cérébral qui le forcera à disparaître pendant près de 10 mois. 10 mois pendant lesquels les spéculations sur son état de santé seront au cœur de nombreux débats. Alors, normalement dans une telle situation, dans un pays normal, on aurait déclaré la vacance de pouvoir et organisé de nouvelles élections, quelque chose que l'opposition de Jamping exhortait les autorités à faire. Mais grâce à un tour de force de la Cour constitutionnelle et plus précisément de sa présidente, Madame Marie-Madeleine Goronso, présidente de la Cour depuis sa fondation en 1991, très proche du clan Bongo,
elle va réécrire la constitution pour permettre de maintenir le pouvoir en place. C'est une façon de refuser l'application de la Constitution qui voudrait que la vacance du pouvoir soit constatée et la présidente du Sénat assure l'intérim jusqu'à l'organisation des prochaines élections. Autrement dit, la fin possible de 50 ans de mainmise de la famille Bongo sur le pays. Marie-Madeleine Moronsuo est accusée par ses détracteurs d'avoir joué son rôle pour éviter ce scénario. C'était déjà elle qui, en 2016, avait remis le verdict final des élections, confirmant ainsi la victoire d'Ali Bongo sur Jean Ping. Lorsqu'on sait qu'elle a fait partie des anciennes compagnes d'Omar Bongo, ce qui fait d'elle logiquement la belle-mère d'Ali Bongo, on est en droit de se poser des questions sur la transparence de ses choix. En cas d'indisponibilité temporaire du président de la République, certaines fonctions dévolues à ce dernier peuvent être exercées soit par le vice-président de la République, soit par le Premier ministre sur autorisation spéciale de la Cour constitutionnelle. La décision prise hier par la Cour constitutionnelle est inconstitutionnelle parce que l'article 13 qui traite de la vacance au niveau de la fonction du président de la République est très clair. Pas de vacances du pouvoir donc pour la Cour, qui a introduit la notion d'indisponibilité temporaire. Alors, à côté du fait que la constitution de tout un pays soit changée comme une lettre qu'on envoie à la poste, c'est que ce n'est pas du tout le rôle de la Cour constitutionnelle de faire ça. La République gabonaise est organisée selon le principe de la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Que la Cour constitutionnelle, qui est le pouvoir judiciaire, s'est auto-donné des prérogatives qui relèvent de l'exécutif et du législatif. En modifiant l'article 13, en réécrivant la Constitution, ce qui est une prérogative du pouvoir législatif. Tout cela, voyez-vous, dénote en fait d'une difficulté qui, de mon point de vue, devrait faire en sorte que les responsables de ce pays s'asseyent un instant, acceptent qu'il y a une vacance de pouvoir au sommet de l'État. Nous sommes en décembre 2018. Comme chaque année, à cette période, le président s'apprêtait à rendre son traditionnel discours de Nouvel An, depuis Rabat au Maroc, où il poursuivait sa convalescence. C'est un moment important pour la nation. Non pas seulement parce que ce serait la première fois que le président prend publiquement la parole depuis son accident, mais parce que c'est également un moment où l'on prend le temps de dresser un bilan de l'année écoulée, de voir les choses qui ont bien marché et celles qui ont moins bien marché. Et éventuellement, on présente les perspectives pour l'année à venir. Mes chers compatriotes, avant toute chose, permettez-moi de vous adresser à toutes et à tous, pour cette année nouvelle, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité. Après avoir très succinctement souhaité une bonne année à tous les citoyens, le président est revenu sur son état de santé. Il est vrai que j'ai traversé une période difficile, comme cela arrive parfois dans la vie. Cette épreuve, je l'ai surmontée grâce à Dieu. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je vais mieux. Durée totale du discours, à peine 2 minutes. Je ne sais pas, peut-être que le gouvernement pensait que ce discours aiderait à faire taire toutes les spéculations qu'il y avait autour de son état de santé. Mais au contraire, ça n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Certains d'un côté émettant l'hypothèse de l'utilisation de deepfake, ou autrement dit d'une vidéo manipulée par l'intelligence artificielle. D'autres évoquent l'idée selon laquelle l'homme qui tenait ce discours n'était qu'un sosie d'Ali Bongo, ce qui de leur point de vue confirmait leur spéculation sur sa supposée mort. Beaucoup de Gabonais sont convaincus que la personne qu'on voit, beaucoup pensent que c'est un sosie. Dans les deux cas, une chose était claire pour tout le monde. Malgré tout ce que les autorités voulaient nous faire croire, il était clair que le président dans son état n'était plus apte à gérer un pays. On ne le savait pas encore, mais ce discours du 31 décembre 2018 sera le principal déclencheur d'un événement pour le moins inattendu dans un pays comme le Gabon. Le lieutenant Kelly Ondobian était l'un des commandants seconds de la garde d'honneur de la garde républicaine, l'unité de gendarmerie en charge de la protection de la présidence. Le 7 janvier 2019, soit seulement une semaine après le discours du Nouvel An du président, il sera à l'initiative d'une tentative de coup d'État. Très tôt le matin, vers 3h du matin, 4h du matin, et on a entendu les coups de feu au niveau de la radio nationale. Moi je pensais que c'était des pétards lancés par des jeunes, mais finalement on a compris que c'était un coup d'État. Avec des complices, ils occuperont le siège de la radio nationale du pays, sur laquelle ils y passeront un message nationaliste dans lequel ils appelleront à la mise en place d'un conseil national de la restauration et inciteront la population à les soutenir dans leur initiative. Chers compatriotes, je suis le lieutenant Ondobian Kelibé, commandant adjoint à la compagnie d'honneur de la garde républicaine. Le message à la nation du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba,
visant à clore rapidement le débat sur sa santé a plutôt renforcé les doutes sur sa capacité à assumer les lourdes charges liées à la fonction de président de la République. Les soldats ont pensé dans leur discours que la personne qui est venue lire le discours était manipulée, que ce n'était plus Ali Bongo, il n'avait plus toutes ses capacités physiques et qu'il était manipulé par son entourage. Conservateurs acharnés du pouvoir, dans leur funeste besogne continue d'instrumentaliser et de chosifier la personne d'Ali Bongo. Le spectacle désolant de ce discours de Nouvel An à la nation est une honte aux yeux du monde pour notre pays qui a perdu sa dignité. Mais ce coup d'État, ou plus précisément cette tentative de coup d'État, était très mal organisée. Et les auteurs que sont Kelly Obiang et ses associés furent arrêtés seulement quelques heures après. Normalement, dans de tels cas, la loi gabonaise prévoit la perpétuité. Mais finalement, les juges ne prirent pas cette tentative de coup d'État au sérieux. Et ils ne coupèrent que de 15 ans de prison et d'une amende de 31 millions de francs CFA. Association de malfaiteurs, séquestration arbitraire ou encore atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Voici les charges qui pesaient contre lui. Kelly Obiang était un parfait inconnu jusqu'à ce jour. La garde d'honneur n'était qu'une unité de parade qui regroupait des membres de différents corps d'armée à l'occasion de cérémonies officielles. Plus tard dans son profil, il sera décrit comme un soldat de base, relativement discret. Alors, malgré la tentative manquée, l'événement avait fait énormément de bruit et était à la une de nombreux journaux. Il est vrai que sur notre continent, des tentatives de ce genre, il y en avait eu beaucoup. Mais le Gabon faisait partie de ces rares pays qui avaient réussi à maintenir une certaine forme de stabilité politique. Il faut rappeler quand même que le Gabon n'a pas connu de tentative de coup d'État depuis 1964. Donc c'est à croire que ça ressemble à une sorte d'amateurisme qui ne dit pas son nom et qui envoie un très mauvais signal aux gens qui regardent ce pays, aux gens qui investissent dans ce pays et aux Gabonais eux-mêmes quant à la gestion et au pilotage de l'État au plus haut sommet. Dix mois après son accident, Ali Bongo refait enfin surface. Bien en vie, mais néanmoins très méconnaissable. Il n'y avait pas besoin d'être médecin pour comprendre qu'il n'avait pas totalement récupéré de sa maladie. Mais, à mon humble avis, je pense que c'était une nécessité de montrer non seulement à la population, mais également aux instances internationales que, contrairement à tout ce que disaient les spéculations, le président était bel et bien en vie. Le doute que nous portons est un doute sérieux qui porte sur ses capacités cognitives, sur sa capacité à exercer et à prendre pleinement les responsabilités qui sont les siennes. En voyant son état, il était clair que le président n'avait plus les capacités physiques et mentales nécessaires pour diriger un pays. Alors une nouvelle fois, la question de qui dirige vraiment ce pays était remise à jour. Certains attribuant ce rôle à la présidente de la Cour constitutionnelle. On constate tous qu'il y a comme deux présidents de la République dans le pays. On a Ali Bongo et Marie-Madeleine Boroncho qui est présidente de la Cour constitutionnelle. D'autres pensaient que c'était plutôt sa femme, Sylvia Bongo, qui était réellement aux commandes. La vérité, c'est que malgré les quelques personnalités qui pouvaient se démarquer, le pays n'était dirigé par personne en particulier, mais plutôt par un système prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Un système qui allait profiter à tout le monde, sauf aux Gabonais. Et donc Ali Bongo, le président, n'en était que la tête d'affiche. Durant la période qui a suivi, il a régné une forte instabilité politique, avec près d'une dizaine de remaniements ministériels. C'est à la même période que sera nominé un certain Brice Clotaire Oligui Nguema à la tête de la garde républicaine, en remplacement de Grégoire Kouna, cousin d'Ali Bongo. Un an après l'accident vasculaire du président, il avait été rappelé au Gabon et placé à la tête du service de renseignement de la garde républicaine, où il remplaçait déjà Frédéric Bongo, demi-frère du président, avant d'être promu à la tête de la garde républicaine seulement 6 mois après. Jusqu'en 2009, il avait été l'assistant d'Omar Bongo. Puis peu de temps après les élections, il sera envoyé en tant qu'attaché militaire dans les ambassades du Gabon, au Maroc et au Sénégal. Décrit comme un homme de consensus, qui ne hausse jamais le ton, qui écoute tout le monde et cherche systématiquement le compromis. Après sa nomination, il impulsera des réformes pour être plus efficace dans l'une de ses missions fondamentales. Le maintien du parti. D'abord les effectifs. D'une trentaine d'éléments, il est fait passer à plus de 300 membres, dont 100 tireurs de précision qu'il dote d'équipements de pointe. Il renforce également le dispositif de protection du président. Mais sa réforme la plus marquante est sans doute le développement de la section d'intervention spéciale, qui est une unité spéciale placée sous l'autorité directe du président. Face à tout ça, absolument personne n'aurait pu s'imaginer un seul instant que seulement 3 ans plus tard, il serait la pièce maîtresse de la chute de ce même régime dont il avait la garde.
Geoffroy Fumbula Libeka, membre de la société civile, dresse en 2022 un sombre tableau sur la gestion du pays depuis 2009. Il écrit « Quand ils sont arrivés au pouvoir en 2009, ils ont trouvé entre autres la CNSS, qui payait régulièrement les retraités, la CNAMGS, qui était une assurance maladie obligatoire et universelle, les campus universitaires et internats où logeaient respectivement étudiants et élèves, la bourse, celle de 66 000 francs pour l'université et 24 000 francs pour le lycée et collège. Dans sa liste, il cite également plein d'autres choses, sans oublier bien sûr la dette du pays, qui n'était que de 1300 milliards. Après 13 ans de gestion, ils nous offrent une CNSS et une CNAMGS au bord de la faillite. Et ils ont supprimé tous les campus universitaires et les internats dans les lycées. La bourse est certes passée à 83 000 francs, mais n'est plus régulièrement versée. Le salaire de 24 000 francs n'a plus jamais été donné aux élèves. La dette du pays, ils ont fait passer de 1300 milliards en 2009 à près de 7 000 milliards en 2021. Même face à cette évidence, ils disent qu'ils veulent encore un troisième mandat, sachant que la tendance tend vers le négatif en abscisse et en ordonnée. On peut imaginer à quoi peut ressembler les 7 prochaines années du Gabon. Maïs Mouissi, un analyste économique accompagné de son équipe en 2023, publie un document intitulé « 105 promesses, 13 réalisations ». Un document qui dresse un bilan sur le second septennat du président, qui est, comme l'indique ce titre, plus qu'en dessous des objectifs fixés. En fait, si on veut le regarder d'un point de vue macroéconomique, l'emploi, le taux de chômage est passé de l'ordre de 28% à 32%. La pauvreté est passée à peu près un tiers, voire 35% des Gabonais qui vivent désormais sous le seuil de la pauvreté, c'est-à-dire moins de $2 par jour. L'accès aux services sociaux de base, c'est totalement désagrégés. Ils ont des problèmes existentiels, les problèmes de base au sens de la pyramide des besoins de Maslow, se nourrir, se loger, s'habiller, et ça c'est particulièrement compliqué. Vous savez, selon le dernier recensement 2013, on a un déficit en logement à peu près de 300 000 logements. Ça veut dire qu'on a 80% des Gabonais en 2023 qui sont mal logés. Ce document avait été rendu public quelques temps seulement avant les élections de 2023. Tout le monde s'accordait à dire que ce second mandat était un échec encore plus grand que le premier. Non, je pense qu'il faut être clair. Il ne faut pas se cacher derrière l'accident vasculaire cérébral du président pour justifier l'échec. Parce qu'en réalité, si le président se sentait incapable de gouverner après son AVC, il aurait démissionné. Pour moi, je pense que dans la tête de tous les Gabonais, tous les problèmes auxquels ils devaient faire face devaient se résumer en un seul nom. Bongo. Et ils avaient clairement soif de changement. Il y a ça, plus le fait que le président ne présentait simplement plus les capacités nécessaires pour diriger un pays. Tout ce que demandait le peuple, c'était que les Bongos quittent le pouvoir. Même s'il fallait continuer avec ce même système, ça importait peu. Tout ce qu'il demandait, c'est que les Bongos s'en aillent. Mais comme vous en doutez, il va faire exactement le contraire de ce qui était attendu de lui. Et le 9 juillet 2023, il annoncera publiquement sa candidature pour un troisième mandat. Pour continuer à écrire cette histoire et ce futur ensemble, j'annonce officiellement, aujourd'hui, je suis candidat. Et la nouvelle est reçue avec un tonnerre d'applaudissements, comme si c'était quelque chose de tout à fait normal qu'une personne dans la situation qu'était le président puisse se représenter pour un mandat supplémentaire. Pour nous, le distingué comme président est le candidat naturel de notre formation politique. Les militants choisissent clairement et librement le président Ali Bongo Ondimba. Nos statuts le disent que le président de la République est forcément candidat à sa propre succession. Donc nous respectons simplement les règles de notre parti et nous n'avons aucun problème avec. Mais si les gens applaudissent, ce n'est pas pour le président lui-même. Non, pas du tout. S'ils le font, c'est à cause du symbole qu'il représente. La continuité d'un système. Les élections présidentielles seront prévues le 26 août au Gabon. Elles auront également lieu en même temps que les législatives et les locales. Comme en 2016, l'opposition décidera de se ranger derrière un candidat unique, en la personne du professeur Albert Ondosa. C'était un professeur d'économie à l'université d'Omar Bongo, qui avait déjà été ministre de l'Éducation sous le règne de Bongo Père. Malgré le fait qu'il avait été choisi seulement quelques jours avant le vote, il a très rapidement eu un massif soutien de la population avec son célèbre discours. Avec un temps et des moyens limités, il avait pu faire une modeste campagne dans différentes régions du pays, toujours accueilli par une masse de personnes. De l'autre côté, Ali Bongo, avec des moyens presque illimités, mènera une campagne de luxe, dans laquelle il va même convier de nombreux artistes à venir prester. Vous, c'est moi, pas le vote.
nous allons les chasser tous. Très franchement, je pense qu'à ce moment-là, on aurait pu placer n'importe qui face à Ali Bongo et il aurait reçu le soutien de la population. Le 26 août, tous les Gabonais sont appelés à aller au vote pour décider de leur candidat. Un vote qui d'ailleurs avait été vivement critiqué pour son manque de transparence. Tout d'abord, le bulletin unique, instauré par un décret signé par le président et approuvé par la Cour constitutionnelle quelques semaines seulement avant les élections. On mentionne aussi l'absence d'observateurs internationaux, ce qui envoyait un très mauvais signal sur la totale intégrité de ces élections. Énormément de centres de vote avaient ouvert avec des heures de retard et plusieurs fraudes électorales avaient été découvertes, sans oublier toutes les irrégularités observées dans les ambassades du Gabon dans les différents pays, et particulièrement celle du Maroc. Beaucoup de choses n'allaient pas dans ces élections. Dans la soirée, après la fermeture de tous les bureaux de vote, le gouvernement instaure un couvre-feu, coupe l'accès à Internet sur l'ensemble du territoire et annonce la fermeture des frontières. Les intentions du gouvernement étaient claires. Replacer Ali Bongo à la tête de l'État à tout prix. Et il ne s'en cachait même pas. Un scrutin à huis clos, sans observateurs internationaux ni journalistes étrangers. C'est dans ces conditions que se déroulent les élections générales au Gabon ce samedi. Peu après la fermeture des bureaux de vote, le gouvernement a rapidement instauré un couvre-feu et coupé Internet. Tout le monde anticipait déjà un remake de ce qui s'était passé en 2016, après l'annonce de la victoire d'Ali Bongo. Le gouvernement comprend que ces mesures puissent susciter des désagréments, mais elles sont prises dans l'intérêt supérieur de notre nation. 3 longues journées passèrent sans qu'aucune information ne sorte du pays, devenue presque une prison à ciel ouvert. Les gens repartent par exemple à la lecture. Il est question aujourd'hui que les parents qui sont généralement sur les réseaux sociaux essaient de se concentrer sur les enfants. Il est question aujourd'hui que les enfants trouvent de avoir un moyen de s'adresser ou de questionner des parents sur des questions qui étaient endormies au moment où... Vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais depuis samedi, le Gabon, un pays d'Afrique centrale, est quasiment coupé du monde. Libérer le Gabon, c'est le cri de milliers de Gabonais en ce moment. Des triples élections étaient organisées dans le pays, mais depuis, un couvre-feu a été instauré, Internet a été coupé et on ne connaît toujours pas les résultats officiels de l'élection. Les Gabonais du monde entier sont révoltés, mais ils ont surtout peur, ils sont inquiets pour leurs proches qui habitent au Gabon. Imaginez-vous 48 heures sans nouvelles de votre mère, sans nouvelles de votre père, sans nouvelles de vos frères, de vos sœurs, de vos tantes. On avait déjà refusé les accréditations aux journalistes étrangers et aucun observateur international, et même africain, n'est présent sur place. Il faut faire attention à ce niveau-là. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai peur. Les Gabonais sont très gentils, moi je trouve. Vraiment, et comme je le répète, une bienveillance, tout. Au bout de les prendre pour des imbéciles. Au matin du 30 août, à 4 h du matin quand même, Ali Bongo est annoncé vainqueur, comme tout le monde s'y attendait. Mais seulement 30 minutes plus tard, pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais, et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Après l'annonce des résultats, les militaires prennent l'antenne, annoncent l'annulation des élections et la dissolution de toutes les institutions. Most of the people were very angry with the old government. The freedom is here in Gabon, Libreville. So we take all the participation, all the guys who did something for us. We are happy for that. Je vous assure que ce que les Gabonais voulaient, c'était juste que le système Bongo PDG quitte le pouvoir. Parce que comme on le disait, 60 ans c'est trop. Et il fallait une intervention parce que le Gabon est jusqu'à ce jour une prison à ciel ouvert. Now, the president of Gabon, Ali Bongo, is reported to be under house arrest along with members of his family after army officers claim they've seized power. La Chine suit de près l'évolution de la situation au Gabon et appelle les parties concernées à agir dans l'intérêt du peuple gabonais et du pays. La France condamne le coup d'État militaire qui est en cours au Gabon. Ayant joué un rôle majeur dans cette opération, le général Brice Clotaire Oligui Nguema sera désigné président de la transition. Ali Bongo n'avait pas le droit de faire un troisième mandat. La constitution a été bafouée. Le mode d'élection lui-même n'était pas bon.
Donc l'armée a décidé de tourner la page, de prendre ses responsabilités. Voilà la réponse que donne le nouveau chef de l'État sur le pourquoi de cette opération. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Il dit, amusez-vous. Le jour où il viendra aussi vous sanctionner, il le fera. Coup d'État au Gabon, coup d'État sur Ali Bongo, coup d'État au Gabon. All the friends that we have all over the world, to tell them to make noise for the people here have the recipe. Peu de temps après le putsch, Ali Bongo se place en résidence surveillée. Sevia Bongo, son fils Noureddine, ainsi que plusieurs proches de la présidence furent arrêtés à leur domicile qui contenait des dizaines de valises d'argent. En moins de 24 heures, plus de 7 milliards de francs CFA auraient été saisis par l'armée. Falsification de la signature du président de la République, remise et obtention de sommes indues, complicité de détournement de fonds publics, corruption, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, complicité de blanchiment de capitaux, association de malfaiteurs, usurpation de titres et de fonctions. Sylvia Bongo, en prison, l'ex-première dame du Gabon, a été écrouée cette nuit à Libreville et placée en détention provisoire. Elle est accusée d'avoir manipulé son époux, affaibli après son AVC à Riyad en 2018. Il est dit de cette dame qu'elle avait ses appartements particuliers dans les lieux les plus somptueux à Londres. Pour un pays à revenu intermédiaire comme le Gabon, où tout le monde a vu le spectacle, les gens gardaient des milliards dans leur domicile. Les gens meurent dans les hôpitaux par faute de soins. Je dis que c'est un crime contre l'humanité, je peux le dire, parce que volontairement prendre de l'argent des populations qui doivent servir à développer des pans de notre pays. On vous parle d'écoles, on vous parle des hôpitaux, des routes, d'électricité, de l'eau, surtout la santé. Avant les élections de 2016, Ali Bongo avait réuni autour de lui un parterre de journalistes. Sur la table se retrouvaient plusieurs journalistes de renom, parmi lesquels Alain Foka. Et ce dernier avait eu la brillante idée de lui poser cette question. Monsieur le Président, d'où tirez-vous votre argent? Comment avez-vous fait pour amasser une fortune aussi colossale? Une question qui faisait directement écho à l'affaire des biens mal acquis, dont le désormais ex-président est même répété à maintes et maintes reprises ne pas être concerné par cette affaire. Mais lorsqu'on voit quelque chose comme ça, on est forcé de croire le contraire. Les années 60 représentent une période charnière pour l'Afrique. C'est à cette période que bon nombre de nos pays africains ont obtenu leur indépendance. C'est à peu près à la même période que des pays comme la Chine, la Corée du Sud, les Émirats arabes unis ou encore Singapour ont également obtenu leur indépendance. Alors, bien sûr, fondamentalement, on est contre les coups d'État. Mais lorsqu'on voit l'énorme gap de nos pays africains avec ces pays-là, sachant qu'on n'a absolument rien à les envier, ça semble être une option pour amener un semblant de changement. On glose sur Kadhafi, on glose sur Al-Assad, parce qu'ils tirent sur leur peuple. Est-ce que c'est plus grave de tuer des gens avec des mitraillettes ou de les tuer à petit feu en leur confisquant les moyens de vivre? D'accord, c'est plus doux, c'est moins spectaculaire, mais le résultat est le même. Ces gens-là tuent leur peuple. Juste avant que tu t'en ailles, je tiens d'abord à te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme tu t'en doutes, j'ai passé un temps fou à la faire, à côté des cours et du boulot. Alors, si tu as apprécié, prends juste le temps de liker et de commenter. Je réponds à tous les commentaires. Et aussi, si vous voulez voir plus de vidéos du genre, n'hésitez pas à vous abonner. Ça aide énormément la chaîne à grandir et aussi ça me motive à faire des vidéos encore meilleures que celle-ci. Mais dans tous les cas, je vous souhaite une belle fin de journée et on se dit au revoir pour une prochaine vidéo. Peace.